Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir ce programme du FITS, ces rencontres aux arts citoyens, David Bobet, qui est donc directeur du CDN de Normandie, metteur en scène et qui nous a régalé avec Peer Gynt, que vous avez pu voir cette semaine, et qui va bien entendu nous parler de son art, mais qui est également, David Bobet, un citoyen engagé. Et vous savez que ces rencontres, on les destine plus précisément, on a plus précisément envie de questionner les artistes aussi sur la place qu'ils entendent occuper dans notre société. Voilà, donc je vais laisser la parole à Olivier Lefebvre, qui est le responsable des relations publiques au Volcan et qui anime, comme à l'accoutumée, ces rencontres. Et bien sûr, je vous ferai circuler le micro. Merci Florence. David, bonsoir. Je vais d'abord, je vais commencer par une question, comme d'habitude maintenant, parce que c'est bien, on fait une UP qui est après le spectacle. Alors, c'est pas les mauvais élèves et les bons élèves, mais avoir un peu une idée des gens parmi vous qui ont pu voir le Peer Gynt qui a été programmé la semaine dernière, pour avoir un peu une idée de savoir si on s'avance. Le but, c'est pas de parler de Peer Gynt. On va faire comme en classe, on va lever la main et que ça me donne juste une petite idée. Voilà. OK. Et puis pour les autres, vous êtes bien évidemment les bienvenus. La question, ce n'est pas tant le Peer Gynt que l'engagement et d'un artiste et d'un directeur de lieu et d'un citoyen. Vous êtes tout ça à la fois, quoi, un peu. Et d'ailleurs, vous le dites, enfin, ça, c'est une des choses. Alors moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai voulu un peu monter cette UP, parce que je suis parti sur cette idée-là, on a affaire à un artiste, on a affaire à un directeur de lieu, et on a affaire à un citoyen. Ce qui m'intéressait, c'était aussi que David Bobet venait juste après Emmanuel Vaudine pour des raisons totalement différentes, mais ils ont au moins cette chose en commun, c'est que David Bobet est directeur d'un CDN, Centre Dramatique National Rouen-Normandie, et que Emmanuel Vaudine, pour ceux qui l'ont rencontré avec moi il y a un mois, un peu plus d'un mois, est directrice du Centre chorégraphique national du Havre. Mais en tous les cas aussi, qui se positionne comme artiste, directeur de lieu, et ont un certain type d'engagement, chacun à leur façon. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à préparer cette UP, c'était l'idée de dire, bon, je vais faire comme n'importe qui, je vais aller taper sur Google, et puis je vais taper David Bobet. Je suis parti de là, de m'amuser, parce que mon but, c'était de dire artiste, metteur en scène, citoyen. Vu le nombre d'engagements que David Bobet, c'est énorme, vous avez une activité de dingue, il faut bien le dire. Et quand on tape David Bobet sur Google, la première chose que j'ai vue, et ça m'a beaucoup fait rire, c'est que, bon, vous n'êtes pas né à Yvetot, visiblement, mais vous avez, enfin, voilà, en gros, vous êtes né à Yvetot, votre père a été maire d'Yvetot pendant 36 ans, et je dis, ben, vous avez baigné dans l'engagement politique avec votre père, ou ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, tiens, fils de personne. Alors, je ne sais pas si vous êtes du même bord que votre père, si vous avez les mêmes engagements que votre père, je n'ai aucune idée, mais pendant 36 ans, il a été maire d'Yvetot. Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on voit dès qu'on continue sur Google et qu'on tape David Bobet et qu'on voit, alors on se retombe tout de suite sur Wikipédia, évidemment, mais c'est intéressant parce que ça donne tout de suite des marques sur une personne. Et moi, ce qui m'a frappé, tout de suite après, ce qu'on voit, c'est deux infos vraiment importantes et qui touchent à l'artiste et à des engagements sur votre sensibilité à la fois artistique et de citoyen. C'est que on voit apparaître dans votre CV, finalement, Wikipédia et autres, on voit apparaître le fait que vous avez collaboré avec deux personnes qui, moi, m'intéressent beaucoup, à titre perso, mais pas seulement, qui étaient l'un d'entre eux est russe, et dont vous avez certainement entendu parler pour 2 ou 3 raisons récemment, c'est Serebrennikov. Pour 2-3 raisons, parce que son film Leto vient de sortir en France il y a quoi, 1 mois et demi. Il était à Cannes l'été dernier, au printemps dernier, et il vient de sortir il y a 1 mois et demi. Il y a eu une super critique dans Le Monde, je ne l'ai pas vu. Hein. Il y a vraiment une magnifique critique dans Le Monde sur les groupes de musique alternative à Leningrad au tout début des années 80 et la vie de ces groupes-là. Pardon ? Ah oui, je n'habite pas le Havre, alors je sais, c'est une grave maladie. Mais... Et donc du coup, ce film qui est passé à Cannes et qui n'a même pas pu aller défendre, puisqu'il voilà, et qu'il a dit il a dit à ce moment-là qu'il le dédiait, je ne sais plus à quoi, à toute cette génération qui considère la liberté comme un choix personnel et le seul choix possible. Déjà, ça dit beaucoup sur les engagements, les sensibilités. Et puis le deuxième qui m'intéressait, moi, plus parce que l'univers de la danse me passionne, c'était le fait que vous êtes aussi proche de quelqu'un qui est un chorégraphe congolais, qui d'ailleurs est programmé chez vous dans 2 jours. Si vous n'avez rien à faire, dans 2-3 jours, jeudi, vendredi, alors vous foncez à Rouen, au CDN, je fais un peu de pub, hein, mais vraiment, vous foncez à Rouen voir je ne l'ai pas vu, hein, le dernier spectacle de Delavallée, Billier Phono,
qui est un chorégraphe congolais, qui s'appelle Monstre. On ne danse pas pour rien, qui est programmé jeudi et vendredi. Alors, vous n'avez rien à faire, c'est super. Ah, il y a le goût des autres. Ben, on ne peut pas tout faire, mais enfin voilà. Et en tous les cas, de la vallée de Bidiefono, qui aussi est un mec passionnant, parce que lui aussi, au Congo, à Brazzaville, a monté de toutes pièces et de ses mains, mais vraiment quasiment de ses mains, d'ailleurs je crois qu'on doit pouvoir le dire, un centre chorégraphique, un CDC, etc. Bon. Ça dit beaucoup sur votre sensibilité. Enfin, on a l'impression que vous avez noué des liens qui ne sont pas des liens liés au hasard en tant qu'artiste. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand je dis ça dit beaucoup, ça en dit long sur votre sensibilité. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré chez ces deux-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec eux déjà? On va commencer par ça. Très bien. Bonsoir. J'ai l'habitude de faire des rencontres après les spectacles pour parler du spectacle et des sensations des spectateurs, des spectatrices. L'habitude aussi de faire des débats, des tables rondes à plusieurs personnes. Être invité seul à vous rencontrer, ça m'honore, mais ça m'impressionne aussi un petit peu. C'est rigolo parce que de toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer, c'est ces deux-là que vous allez chercher. Et c'est vrai que Kirill est mon frère russe et que Delavallée est mon frère congolais. Absolument. On a lié, et c'est comme ça qu'on s'appelle quotidiennement, et on a lié vraiment nos vies et nos parcours. Kirill Serebrennikov, d'abord, je l'avais rencontré en 2010, je crois. Juste préciser, il est en résidence surveillée en Russie. Hein. J'y viens. Donc, j'ai rencontré en 2010. J'étais invité par le Théâtre d'Art à faire un atelier avec les élèves du Théâtre d'Art. Donc, le Théâtre d'Art, c'est le théâtre de Tchekhov, Stanislavski. Et donc, on a fait un atelier avec une sortie de résidence qui a tellement marché que le Théâtre d'Art l'a mis au répertoire du Théâtre d'Art, et c'est resté pendant... il joue encore en fait le spectacle. Et donc le théâtre russe, vous savez, c'est un théâtre de répertoire, donc avec les spectacles qui jouent régulièrement jusqu'à ce que le public s'épuise, et c'est toujours pas le cas. Et puis donc j'ai rencontré Kirill, qui était le maître, le formateur de ce groupe d'élèves-là, qui sont une compagnie absolument passionnante. Et lorsque les élèves sont sortis du théâtre, Kirill a constitué avec eux le 7e studio. Le premier studio étant le studio que Stanislavski a créé et a confié à Meyerhold. Donc ça dit le niveau d'excellence de cette, sans doute la meilleure école de théâtre du monde. Et Kirill a donc cette compagnie-là, c'est la sienne. Il a ouvert d'abord un premier projet plateforme dans une ancienne cave à vin, réhabilitée en friche culturelle. Et puis ensuite, il a pris la direction du Gogol Center, du théâtre Gogol, qu'il a complètement rénové. Et c'est la scène la plus contemporaine, la plus dynamique, la plus inventive de Russie. Et qui fait peur au pouvoir. Exactement. Parce qu'il s'y passe et il s'y fait des choses d'une grande liberté, dans une grande liberté d'expression, dans un pays où la liberté d'expression est quand même sacrément menacée, avec des spectacles qui ne traitent pas particulièrement directement de l'homosexualité, mais dont les personnages peuvent l'être. En témoigne par exemple son dernier spectacle sur Nureyev, où il ne cache pas l'homosexualité qu'il a fait pour le Bolchoï, où il ne cache pas la sexualité de l'interprète principal. Il y a d'ailleurs eu des soucis, il a été plus ou moins censuré. C'est pareil, j'ai lu un truc, il a été censuré, je ne suis même pas sûr qu'il ait pu continuer à tourner. Ça a été recréé depuis, mais il y a eu une suspension de 6 mois parce que la première est annulée, soi-disant le spectacle n'était pas prêt. On a vu des vidéos de la Générale où les publics est debout, applaudissant à tout rompre. Voilà. Et Kirill aussi, parce qu'il tourne énormément, parce qu'il est programmé dans les plus grands festivals, à Avignon, programmé à Cannes aussi avec Le Prophète, qui mettait en scène un film qui mettait en scène le risque des autorités religieuses dans la Russie contemporaine, etc., etc. Et sa liberté d'expression déplaît. Et il s'avère qu'il est accusé il est maintenu en résidence maintenant depuis 1 an et 5 mois à peu près, donc maintenu chez lui, sans le droit de recevoir de visite, sans internet, sans téléphone. Il ne peut voir que son avocat, personne d'autre. Il ne peut pas sortir de chez lui, en attendant un procès qui a lieu en ce moment même, tous les jours. Là, en ce moment, son procès à huis clos qui a l'air d'être ubuesque d'ailleurs. Absolument. Il y avait encore un article dans Le Monde il y a 3-4 jours. Il est accusé de détournement de fonds publics, comme tous les opposants de Poutine. Mais c'est assez innovant. C'est assez nouveau que ce soit. Et il est accusé de détournement de fonds publics pour le projet Plateforme, projet sur lequel j'ai collaboré avec lui. Donc pendant 4 ans, j'étais à ses côtés très très régulièrement. Les projets, on les a montés ensemble. On a monté les Métamorphoses d'Ovide ensemble. Et puis voilà, là, c'est comment faire taire ceux qui peuvent avoir une voix à l'extérieur, qui pourraient donner une mauvaise image de la politique de Poutine.
Et c'est ce qu'il fait, pas autre chose. Il faut imaginer toutes les premières, les popes orthodoxes viennent, prennent des notes, font des notes au pouvoir. Le Roland, etc., le Roland de etc. l'orthodoxie, la nouvelle orthodoxie. Et là, je vais y aller en février. Je vais y aller en février pour le voir pendant son procès, mais aussi parce que je lui ai commandé. En fait, quand il a été arrêté, il était en tournage du film Leto. Il n'a jamais pu finir d'ailleurs. Il a été fini. Il a fini, mais par son équipe. C'est ça, voilà. Il a été fini par son équipe, mais il a réussi à faire le montage chez lui avec il a filé à son avocat, je crois, c'est ça? Par le biais de son avocat, oui. Et puis à ce moment-là, je lui commandais une production créée en France. C'était censé jouer au dernier festival d'Avignon. Évidemment, il a été arrêté, donc le projet a été annulé. Et là, je lui ai redemandé de le faire, de l'écrire depuis sa résidence, depuis chez lui, et via son avocat, nous passer toute sa mise en scène. Il va tout décrire, les décors, la distribution, les déplacements, les lumières, exactement tout. Et on va le faire avec des assistants. On va le réaliser pour lui. Et on va le créer, ça, au Festival d'Avignon, au prochain Festival d'Avignon. Voilà. Et je trouve le symbole est très beau. Première mise en scène faite depuis un lieu de détention. S'il est libéré, personne n'y croit, hein, tant mieux, il sera là. S'il n'est pas libéré, ils peuvent emprisonner le bonhomme, mais la menace des autorités, c'est-à-dire sa liberté d'expression, elle, ne pourra pas être emprisonnée. D'autant plus que ce spectacle-là portera sur Ren Hang, qui est un artiste chinois, qui lui-même a été un photographe. Si vous pouvez voir ses photos, c'est vraiment super beau. Lui, il a été, je le laisse là, et accusé comme Kirill de pédophilie. Enfin, je veux dire, nos spectacles ont traité des métamorphoses d'Ovide, donc avec des personnages qui sont pansexuels. Forcément, c'est Ovide, c'est la mythologie. Et on était accusé de pédophilie, des pires mots. Hein. Donc, Ren Hang lui-même a été accusé de pornographie, de pédophilie, etc., harcelé par les autorités, par la presse chinoise, et il s'est suicidé l'année dernière. Voilà. Et donc le spectacle portera sur lui, un peu un espèce de miroir de la situation. Donc on peut encore exporter la liberté d'expression, mais on peut encore l'exporter tant qu'elle reste exportable. Le jour où elle n'est plus exportable, comment on fera si en France un jour on peut plus non plus monter ça? Non, je plaisante. Hein. Ouais. C'était juste une plaisanterie, on n'en est pas là. Mais donc, et l'autre, c'est de la Bidiéfono, artiste congolais qui fait de la danse contemporaine au Congo. Ça paraît rien de le dire comme ça, mais faire de la danse contemporaine pour la population, à l'époque où il a commencé la danse, c'était être un fou. C'était être un fou pour la population, c'était montrer de la danse que les gens ne comprenaient pas, et donc ils les prenaient pour un cinglé, dans un pays où il n'y a absolument aucune infrastructure culturelle, artistique, aucune formation, et où les autorités, peut-être ça commence à changer maintenant parce que quand même ça commence à rayonner, et donc du coup le Congo arrive à s'enorgueillir un tout petit peu de la tournée de ces artistes, mais pour les autorités, pendant longtemps, la danse contemporaine était la danse des Blancs, était une espèce de néocolonialisme, là où lui n'affirmait qu'une seule chose, c'était non, je fais un art juste de mon siècle. Voilà. Et il a vraiment une façon, et c'est pour ça que si vous avez l'occasion de venir, je tourne le dos. C'est vraiment du très beau boulot. C'est une très belle danse qui est presque une danse de combat. Boxer la réalité, il parle de ça. Et puis dans son pays, il a créé un cycle de formation. Il forme les jeunes danseurs. Et puis là, il est en train de monter, qui est sorti de terre, hein, le premier centre chorégraphique du pays. Voilà. Et enfin voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, dont l'art devient un outil absolument politique pour changer sa réalité. Vous savez quand même que l'actuel président du Congo doit être là depuis, j'ai calculé, j'ai regardé, je me suis amusé, il a été là de 79 à 92, une petite interruption quand même, histoire de dire, il a dû faire comme Poutine, qui avait foutu Medvedev, et il est redevenu en 97 et jusqu'à aujourd'hui. Donc vous imaginez, vous calculez, c'est énorme. Donc effectivement, la liberté, comment construire dans des pays qui sont complètement verrouillés, etc. Donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que ces parentés, ces liens? Il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire qu'on est toujours happé par quelque chose qui nous ressemble ou qui nous renvoie un écho. Qu'est-ce que ça raconte de vous, de votre art? Je parle vraiment de l'artiste, hein, de votre sensibilité artistique. C'est quand même des figures très fortes, très puissantes. Vous disiez effectivement sur Bidiéfono, oui, il y a quelque chose, il y a un corps de la révolte, il y a une espèce d'énergie, mais folle, quoi.
Qu'est-ce que ça raconte de vous alors, peut-être parce que ça raconte déjà le théâtre, la danse, ça raconte plein de choses de vous. C'est difficile de Non, oui, de m'auto-enorgueillir parler de quoi que ce soit, mais disons que ça raconte quelque chose d'une fonction politique de l'art et de l'adresse publique, en fait. Quelque chose qui ne serait pas simplement un art de distraction, un art de plaisir, ou de je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui serait de l'ordre d'une certaine fonction pour questionner le réel et éventuellement nous donner des outils d'action sur le réel. Alors ça, vous y venez à fond, là, on va en parler d'ailleurs, ce que vous avez fait à Avignon, on va en parler un peu plus tard. Avignon cet été était vraiment absolument dans cet ordre-là, quoi. Vraiment, qu'est-ce que ça raconte du réel? Enfin bon, bref, on va revenir sur le projet d'Avignon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bon, vous n'êtes pas en Russie, vous n'êtes pas au Congo, mais très vite, vous montez une compagnie en 99, Rictus, et vous tissez un fil rouge, je trouve. Vous tissez un fil rouge qui a quand même un certain nombre de... Vous proposez une série d'engagements, mais moi j'aimerais bien savoir lesquels. Quand on regarde, il y a certains des spectacles. Alors j'en ai vu quelques-uns, il y en a que j'ai jamais vus, mais quand je regarde effectivement, alors vous avez beaucoup travaillé avec un écrivain, enfin Renan Chénaud. Renan Chénaud, pas écrivain, excusez-moi, mais on va dire oui, écrivain. Et vous travaillez depuis le début avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quels étaient déjà vos partis pris? Parce qu'on regarde que des spectacles comme Nos enfants nous font peur quand on les croise dans la rue. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Fait avec ce type enfermé qui revoit sa vie, ça, c'est encore plus loin. On sent qu'il y a une volonté esthétique, politique, de mélanger, de fondre. Les genres, déjà, sont dans votre manière de construire vos spectacles. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours creusé la même veine pour en arriver à ce qu'on a pu voir à Avignon cet été? On va en reparler un petit peu plus longuement après. Mesdames, Messieurs et le reste du monde, qui est vraiment une proposition vraiment radicalement différente de tout ce que vous avez pu faire. Et c'était quoi? Le laboratoire d'imaginaire social pendant 3 ans à Caen. Que j'avais mais ça, j'ai pas connu. Dans la forme très proche. Ça, j'ai pas connu. Donc, Joker. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vous avez l'impression de tirer à ce fil-là depuis le début avec votre compagnie Rictus et d'être arrivé à des projets qui vont à la fois toucher et du répertoire et de la création? Parce que ce qui est drôle, c'est que vous faites effectivement de la création contemporaine, des textes qui s'écrivent à la table, avec Renan Chénaud, et qu'en même temps, vous avez touché des Hamlet, vous avez touché des Roméo et Juliette, vous avez touché des Peer Gynt, comme on avait pu voir, et vous allez y mettre quelque chose. Est-ce que vous creusez une veine? Pas, oui, non? Ou est-ce que vous saisissez des choses qui évoquent toujours un engagement? Enfin, à la fois sur le plan esthétique et à la fois sur le plan politique. Je me suis posé la question. Oui, j'ai l'impression que ma première rencontre avec le théâtre et le choc que ça a produit fait que je suis encore en train de... C'était quoi votre première rencontre avec le théâtre? De creuser. Toutes les premières fois étaient des grands ratés. Hein. Voilà. Moi, je faisais des études de cinéma, vraiment avec une certitude de mon endroit qui était l'endroit du cinéma. Entre 14 ans et 24 ans, j'ai bossé vraiment sur plein de tournages, essayé de me rapprocher, tout faire pour tous les petits boulots des tournages pour me rapprocher de la caméra. Et puis, dans le cadre de mes études, j'étais obligé d'aller au théâtre. Ennuyant. Et donc, je vais voir un premier spectacle qui était une horreur, un deuxième spectacle qui était un ennui terrifiant, et puis un troisième, et je me dis, mais vraiment, comment cet art-là peut encore exister, tout ça. Et un quatrième, et c'était un spectacle d'Éric Lacascade, qui s'appelait De la vie, qui était le directeur du CDN de Caen. Et là, il s'est passé un choc à la fois esthétique, mais à la fois politique en moi. Et de ce moment-là, j'ai voulu comprendre et apprendre ce qui s'était passé en moi. Il se passait, dans moi, très jeune spectateur, juste la découverte de ce qu'est le recul critique, de ce qu'est l'analyse critique, de ce qu'est le processus critique d'analyse de ce qu'on est en train de vivre en même temps qu'on le vit. J'avais devant moi un mensonge honnête, là où le cinéma pouvait avoir tendance à me faire croire à des réalités. Là, le théâtre m'offrait quelque chose d'honnête, à vue, un mensonge qui se construisait
avec moi, dont je n'étais pas victime, mais vraiment où faisais partie du processus de construction d'un imaginaire commun. En plus, une expérience de réflexion et d'analyse critique qui se fait collectivement, sortie de la fac, sortie de l'école. Ils sont plus très nombreux, les endroits où on apprend collectivement. Et il se passait quelque chose où j'étais en train de vivre complètement ce que je voyais et ce que je vivais. Et en même temps, j'étais dans mon siège en train d'analyser enfin voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, comment je l'analyse et comment je peux mettre des mots dessus. Ce petit voyage-là, cette distance critique-là, faisait de moi une personne plus capable d'appréhender le réel. Parce que lorsqu'on s'aguerrit à cet exercice-là de l'analyse critique, de la distance critique, lorsqu'on se balade dans le réel, eh bien, on peut remettre à distance le réel et se dire, tiens, ce réel qui m'est présenté comme du réel, eh bien, qu'est-ce qui me fait, comment je le vis, qu'est-ce que ça me fait, comment je le pense, comment je peux le nommer et comment éventuellement je peux trouver des outils d'action sur ce réel. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est encore ce que je cherche aujourd'hui dans chacun de mes spectacles. Alors ils prendront des dizaines, des centaines de formes différentes. Parfois, ce sera du texte contemporain, parfois du texte de répertoire, parfois Alors, ce sera du pourquoi théâtre. Alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez prendre les choses les plus contemporaines qui soient en travaillant avec Ronan Chénaud et d'autres. Hein. C'est peut-être pas forcément là. Vous avez invité. Alors ça, on parlera du directeur de CDN après, puisque vous invitez beaucoup des gens qui tentent des choses. Mais et pourquoi aller se coltiner à Hamlet? Pourquoi aller? Alors j'aimerais bien qu'on reparle esthétique et politique, mais d'abord, puisque vous avez évoqué ça, pourquoi vous jouez à la fois effectivement aussi bien des textes contemporains et du répertoire, Hamlet, Roméo et Juliette, Peer Gynt, en quoi ça va pouvoir résonner avec vous, avec tout ce que vous dites et toutes ces formes qui vous parlent en fait? Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Qu'est-ce qui vous... Tout ça, ce sont des formes, parce qu'on parle du théâtre, mais on pourrait très bien aussi parler du cirque, puisque je fais beaucoup de cirque, Oui, de l'opéra, oui. de la danse, encore du cinéma. De l'image, parce que vous avez beaucoup travaillé avec les images aussi. Des performances, quelquefois des choses très, très, très purement politiques, quelquefois très éloignées du politique ou qui viennent par des chemins dérivés. Ce sont des outils, ça. Ce sont des outils, mais le but, le fond reste bien le même. C'est-à-dire que la seule chose réelle qui m'intéresse et qui m'interroge, c'est la relation qu'il peut y avoir entre un groupe d'acteurs et un groupe de spectateurs. Ce dialogue-là. Le personnage ne m'intéresse pas trop, pas plus que ça. C'est de l'encre et du papier. C'est qui le fait, qui le porte, ce personnage-là, et comment il crée un dialogue et une relation particulière avec chaque spectateur et spectatrice. Cette réalité-là, cette honnêteté-là, elle est essentielle en fait. Comme j'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai jamais appris que le texte était au cœur au centre en haut de la pyramide, plus important, etc. Donc je me suis jamais fait emprisonner ou écrabouiller par le poids des textes de répertoire ou par. J'ai appris le théâtre. Parce que tout de suite, quand j'ai vu cette pièce de Rick Lacascade, j'ai fait deux choses. Je l'ai harcelé pour devenir son assistant pour apprendre, et j'ai décidé de faire une mise en scène pour comprendre. Et donc j'ai mis en scène tout de suite, sans rien connaître au théâtre, des gens qui étaient des jeunes acteurs et des jeunes actrices qui connaissaient 1000 fois mieux que moi leur métier, alors que j'étais censé les diriger. Donc ma position est toujours la même aujourd'hui, c'est j'écoute quoi. Je me pose, je regarde, j'écoute, je me concentre et j'essaye de comprendre des choses sur moi à partir de eux, par où ça passe, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et j'ai donc jamais limité un acteur à sa capacité à apprendre un texte ou à le dire, mais je me suis bien plus intéressé à la réalité des personnes dans leur entièreté, c'est-à-dire y compris leur corps. Une image qui me fait rire, c'est comme si le travail de l'acteur se limiterait là, à la capacité de penser et de parler, et le reste serait le travail du costumier. Mais j'avais en face de moi des personnes qui, dans l'intégralité de leur corps, émettaient ça, du vous l'avez sens. dit à propos de Hamlet d'ailleurs. Vous avez dit, j'ai voulu mixer les corps et les faire résonner avec leurs différences. Ça, je vous cite, hein, c'est pas moi. Alors, c'était un peu, je vous le cite, un peu d'effet du contexte. Hein. Mais effectivement, cette espèce de souci des corps permanent. Oui. Mais vous parliez quand même tout à l'heure de réel, d'honnêteté avec le théâtre, la réalité, l'honnêteté du théâtre qu'on trouverait peut-être pas au cinéma. Moi, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable et un peu de provoque, parce que on a le sentiment, et ça peut être, je suis sûr que vous avez un côté très chatoyant dans votre travail, une envie de plaire, et ça plaît. Les éclairages dans Peer Gynt sont chiadés comme c'est pas possible. La musique de Butch McCoy, et voilà, tout est travaillé parfait, quoi. C'est ciselé, ça fonctionne.
Et du coup, est-ce que cette envie de plaire, est-ce que cette envie d'être chatoyant, c'est un peu ce côté pop, quoi, un peu, des fois, j'en parlerai sur d'autres choses plus tard. Est-ce que c'est pas une manière de noyer le poisson, de finalement noyer ce rapport d'honnêteté que vous êtes allé chercher à Avignon, parce que là, vous êtes allé au bout du truc. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous avez bougé depuis 1999 ? On va parler d'Avignon parce que c'est important, le projet de David Bobet dans 2 minutes, et ce qu'il a fait à Avignon. Mais est-ce que tout d'un coup, toute cette énorme machinerie est hyper chiadée, hyper travaillée, et pas une manière de noyer le poisson, de finalement fabriquer quand même du entertainment? And that's entertainment, folks. C'est du loisir, c'est une magnifique... Je fais de la provoque, alors on y va. Hein. Vous avez le droit de... Non, mais la question est... Et ça marche très bien. La question est légitime. Oh, je crois que j'utilise des outils qui sont à ma disposition, et j'ai jamais très bien compris pourquoi laisser la beauté, qui est un outil de fédération, de rencontre, de dialogue, de joie, pourquoi laisser la beauté à la publicité qui va nous vendre des conneries plutôt que de nous faire partager du Tchekhov, du Hugo, ou des auteurs contemporains, ou du Shakespeare, ou du Ibsen. Pourquoi se priver de ce grand plaisir-là qui peut nous faire goûter quand même, c'est beau, c'est beau ces textes, en plus d'être intelligent et puissant, etc. etc. Et ouais, non, je crois que j'ai pas envie de laisser des outils comme ça, comme celui du plaisir à l'entertainment. Mais ce sont des outils. Ce sont des outils. Ce sont des outils. Ce ne sont pas des objectifs. C'est là. Enfin, on peut me questionner là-dessus. Mais ce ne sont pas des objectifs. Mon objectif, quand je monte Peer Gynt, c'est pas de faire du beau. C'est pas de plaire. Alors maintenant, je vais quand même vous poser une question. C'est de m'adresser au plus grand nombre. Je vais vous poser une question quand même par rapport à ça. Donc cet été, David Bobet est invité par Olivier Pille, directeur du festival, l'été dernier, pardon. Excusez-moi, 2018, par David Bobet, le directeur du festival Avignon, a monté une série, puisque vous savez que vous ne savez pas, que tout le festival était sur la thématique, le fil rouge était porté par la question du genre, au sens large, et vous êtes invité à monter 13 épisodes d'une heure, à l'heure du midi, gratuit, ouvert à tous. Et alors là, c'est là où ça m'intéresse. On va parler du fond et la question des convictions qui sont derrière tout ce spectacle-là. Mais tout d'un coup, ce spectacle de grande conviction, d'engagement, là, il y a des paroles fortes de balancer sur votre étau. Hein. Là, vous enlevez toute cette espèce de côté un peu entertainment, éclairage ultra chiadé, musique ultra chiadée, on en fout plein la gueule et plein la vue, pour arriver à des petits tréteaux, de gens sur le plateau, des tréteaux, quoi, ce qu'il y a de plus basique, hein, en bois, quoi. Face à nous, face aux spectateurs, la manière ultra simple pour laisser des voix s'exprimer, des voix multiples. Alors là, on va entrer dans votre souci de la diversité. Et donc, vous faites un théâtre à ce moment-là qui, ce n'est que mon point de vue, est à l'opposé de ce que vous avez fait depuis 1999. C'est-à-dire que pour aller dire des choses essentielles, vous décidez de venir à un théâtre le plus simple et le plus nu soit-il. Ça dit quoi, non? Ou je raconte des conneries? Un petit peu. Ah, ben vous avez le droit, alors allez hop, zou. Un petit peu, parce que lorsque je commence à faire du théâtre, la première fois qu'on m'a proposé une coproduction, et donc de faire du théâtre professionnel dans un centre dramatique national, j'ai refusé de faire un spectacle, j'ai pris l'argent, et j'ai pas fait de spectacle, j'ai fait un laboratoire, le laboratoire d'imaginaire social, où pendant 2-3 ans, je me suis enfermé avec une bande d'acteurs, d'acrobates, de danseurs, de plasticiens, de philosophes, d'écrivains, et pour questionner ma pratique, pour essayer de comprendre mes outils, pour essayer d'avancer sur des relations formelles. Et tous les mois, on ouvrait au public une forme différente, un événement, un one-shot, un événement unique. Et je me suis formé à cet endroit-là. Donc, en fait, je renoue avec cet endroit-là. Quand je monte il y a 3 ans, My Braza, qui parle de Brazzaville, donc cette grande histoire d'amour que j'ai avec le Congo. Je monte My Braza et je ramène de la danse contemporaine dans les salles de classe, où ma seule scénographie, c'est la salle de classe des gamins, et où on joue partout en France, dans les petits bleds, dans les lycées, dans les collèges et tout ça, pour parler et du Congo et de la relation Nord-Sud, et donc de la France-Afrique et de la danse contemporaine.
tout ça, on le ramène avec une économie de moyens. Mais encore une fois, ce sont des moyens. Ce sont les moyens adaptés aux propos que je veux mettre en œuvre. Donc en fait, oui, vous n'êtes jamais en train de vous dédire, quoi. Non, un spectacle aussi chatoyant qu'un Peer Gynt ou cette espèce de grande économie et tout ça, ou d'autres formes qui sont parfois sans texte. Des formes de cirque, par exemple. Ce sont encore une fois des outils, quoi. Un outil, il n'est pas ni bon ni mauvais pour moi. Tous les outils sont bons à prendre. Avec une pelle, on peut construire une cathédrale où on peut tuer quelqu'un. Je suis enchanté de vous entendre dire ça, rassurez-vous. Et donc Avignon, c'est une Avignon. très très belle proposition. Déjà, il le dit lui-même, hein, donc je peux le dire. C'est une des plus belles inventions d'Olivier Epi depuis qu'il est directeur. C'est ce feuilleton qui est reconduit tous les ans, et qui est une forme extrêmement simple et qui renoue avec des origines un peu villardiennes, comme ça, de jouer dans une cour avec un tréteau, rien, juste des gens sur un plateau et des gens en face. Et cette économie, elle est sublime et elle est extrêmement politique d'emblée. Et le principe, c'est celui-là, donc c'est un espace critique, ouvert. Je me permets de vous interrompre. Pourquoi vous dites qu'elle est politique d'emblée ? Pourquoi vous dites ça tout de suite ? Parce que c'est encore une fois le théâtre dénudé à son élément le plus essentiel, la démarche de jouer dans des cours, à l'extérieur, la gratuité, le fait de s'adresser à tout le monde, le fait de travailler avec des acteurs professionnels, mais aussi avec des acteurs amateurs suite à de nombreux ateliers, et aussi avec une école, avec des acteurs et des actrices en formation. Ce mélange-là, cette diversité de profils, qui va rencontrer une grande diversité de gens, puisque à Avignon, le public est assez diversifié quand même, et surtout sur cette proposition-là qui est gratuite et dans le IN. Oui. Bref, ce brassage-là, il est absolument politique. Et en plus, la volonté d'Avignon, et il le propose à des gens qui, évidemment, ont envie de l'embrasser, c'est de poser un espace critique au sein du Festival d'Avignon. Et sur une thématique comme le genre, qui pourrait être posturale, heureusement qu'il y avait un espace qui pouvait mettre en critique cette thématique du genre. Voilà. Pourquoi vous dites que vous aviez peur que ça pourrait être postural ? Parce que on peut vite tomber dans les écueils, oui. Parce que le genre est un je dis beaucoup outil, mais c'est le mot qui me vient là aujourd'hui. Moyen, mais ça veut dire quelque chose. Non, mais en tout cas, c'est une clé. Voilà. Une clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je crois. Hein, une clé philosophique pour comprendre le monde d'aujourd'hui, la question du genre. Et pour essayer de le raisonner et d'avancer vers une société plus égalitaire, plus respectueuse, plus solidaire. C'est pas simplement une question de garçons avec des robes ou de je sais pas quoi, ou de cabaret, ou de choses qui pourraient être formelles. Il y a quelque chose là qui, quand on parle du genre, qui d'un coup nous permet de questionner le féminin et le masculin, nous permet de questionner la place des femmes dans l'histoire, l'invisibilisation permanente, la spoliation par les hommes, qui nous permet de questionner les inégalités actuelles, les violences actuelles, on ne peut pas plus brûlant d'actualité que ça. Ça pose la question des dominations, d'une domination masculine qui est héritée de siècles et de siècles et de siècles et qui commence à peine à être questionnée. Ça nous permet de questionner la masculinité qui, à force de privilèges, n'a jamais eu besoin de se questionner, n'a jamais eu besoin d'être créative vis-à-vis d'elle-même, n'a jamais eu besoin de politiser ce qu'est être masculin, puisqu'à l'endroit du privilège, là où les femmes, à l'endroit de la discrimination, à l'endroit de l'inégalité, ont été obligées d'aller chercher ces questionnements-là et ces affirmations-là. Ça permet de questionner aussi tout ce qui est entre les deux et qui dépasse de la catégorisation binaire masculin et féminin. Et donc ça permet de penser le monde à l'endroit des singularités, des individus, ce qui n'empêche absolument pas, et on y viendra, ce sera bien le cœur de ma démarche, la singularité, la spécificité n'empêche absolument pas la pensée du commun. Et par exemple, lorsqu'on parle du genre, on va parler LGBTIQI. Ce que ça veut dire I, ça veut dire intersexe. Intersexe, il n'est pas question d'un choix. Même moi, je me suis fait ébranler, alors que je suis un homme plutôt déconstruit, plutôt féministe, plutôt militant LGBT. Je me suis fait encore un petit peu davantage déconstruire en travaillant en profondeur sur ce feuilleton. Intersexe, par exemple, c'est les gens qui naissent avec des attributs
des attributs qui ne sont ni masculins ni féminins, qui peuvent être les deux, voilà, où la nature est inventive et invente toutes les formes. Donc tout ce qu'on peut imaginer de mélange masculin et féminin existe, voilà, et c'est même 2% des naissances de l'humanité. 2% des naissances de l'humanité ne sont ni hommes ni femmes. Et il ne s'agit pas de choix, il ne s'agit pas d'une expérience qui s'affirme, il ne s'agit pas de combat d'idées, il s'agit simplement de la nature qui fait que l'humanité n'est pas simplement séparée entre des hommes et des femmes. Ça vaut tous les débats du monde pour balayer du revers de la main toutes les homophobies, toutes les familles pour tous, tous les opposants à la question du genre, ce qu'ils appellent la théorie du genre. Il n'y a pas de théorie, puisqu'il n'y a pas de créateur de théorie. Moi, j'aimerais bien parce que quand même, vous voyez, vous avez raison de dire que je pourrais en parler pendant des heures. Hein, non, mais bien sûr, mais en plus, on sent bien que vous êtes habité par ça et que vous êtes habité par les convictions qui sont les vôtres. C'est clair, c'est net, ça se voit, ça s'entend. Et c'est tout à vous de gloire, il n'y a pas de souci. Et tout à l'heure, quand vous avez dit qu'effectivement, je disais un peu des conneries, et vous avez raison, parce que je disais des conneries, je pense que dans le fond, il n'y a pas. Ce qui me frappe depuis 99, quand on regarde vos spectacles, je ne les ai pas tous vus, loin de là, hein, mais on sent qu'il y a une continuité qui va pouvoir jouer avec. Mais par contre, ce qui est, je trouve, absolument important de votre projet de l'été dernier à Avignon, pour moi qui est flagrant, j'ai quand même l'impression que vous êtes arrivé à un tournant. C'est-à-dire que vous avez touché à des choses. Est-ce que ça va changer votre manière de faire théâtre ? Est-ce que vous avez envie de creuser cette chose-là ? Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui s'est dit sur ces tréteaux. Il y a des choses qui étaient à la fois de la harangue, mais qui étaient, oui, du théâtre, etc. Est-ce que ça vous dites, vous avez été ébranlé. Vous avez été ébranlé par tout ce qui a pu se dire, parce qu'il y avait des choses décrites, de préécrites par toutes ces personnes, et amateurs et professionnels, et qui s'exprimaient et en groupe et de manière soliste. Est-ce que ça vous a ébranlé aussi dans vos manières de faire du théâtre pour ce qui pourrait venir l'année prochaine, dans 2 ans, ou des projets qui diraient, bon, ce théâtre-là, je ne sais pas, hein, c'est vraiment une question, parce que pour moi, le fond, la forme sont absolument... voilà, il faut se poser la question en permanence. Peut-être, en tout cas, c'est inscrit dans une continuité d'une démarche. Enfin, oui, mais ce qui vous questionnait, par exemple, sur l'absence de a priori continuité entre les formes contemporaines, répertoire, théâtre, danse, cirque, ou ce dénuement-là, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est cette transdisciplinarité-là à avoir aussi avec le fait de ne pas vouloir accepter les étiquettes et les classements et des tubes. Voilà, des disciplines qui sont cloisonnées dans l'histoire de l'art, pas depuis si longtemps. En fait. Alors parlons-en, ça m'amène parce que là, mine de rien, le temps coule, et le temps s'écoule, et du coup, ça m'amène à, bien évidemment, bon, l'artiste, on a un peu une idée, on voit un peu la ligne qu'il trace, et ça m'amène à la deuxième question, qu'il y a aussi le directeur d'un CDN, qui prend la direction d'un CDN il y a 4 ou 5 ans, 5 ans maintenant, voilà, et qui va justement se poser la question de qu'est-ce que je programme là-dedans, qu'est-ce que je mets en œuvre, parce que vraiment la diversité, tout ce que vous évoquez par rapport à votre travail personnel, comment vous l'appliquez en tant que directeur du CDN, qui ne fait pas bien évidemment que programmer ce qu'il fabrique en tant qu'artiste, mais qui invite. Et c'est quoi un peu votre ligne de conduite ? Alors, il y avait un article de 2016 du Monde qui ne tarissait pas d'éloges sur votre projet. Mars 2016, qui, waouh, relisez-le. Il y a juste sur les cultures minorées et sur la diversité. Comment ça, vous l'appliquez en tant que directeur de lieu ? C'est-à-dire que comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Cette diversité, ces minorités qui pourtant font commun, dont vous parlez tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Comment vous avez... Voilà. Mais ma question est peut-être trop floue. Mais ok, super. J'arrive à attraper un morceau. C'est quoi concrètement, ça donne quoi quand on arrive avec toute cette espèce de conviction que vous balancez depuis tout à l'heure, quand on arrive à la direction d'un lieu institutionnel où là on n'a plus simplement sa compagnie, ses affinités personnelles où on aura, je pense, plus de liberté. Concrètement, ça vous emmène cette volonté-là. Comment vous avez la courber, la tordre, la faire aller dans l'institution? Non, mais la mettre à l'épreuve du réel. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui m'anime depuis toujours. Là, c'est l'occasion ou jamais de le mettre à l'épreuve du réel. C'est-à-dire, je suis de gauche. Il n'y a pas de honte. Quoique, bientôt on va se planquer, mais rassurez-vous, moi aussi. Et c'est vachement intéressant, par exemple,
de rester un homme de gauche avec ses idéaux lorsqu'on est à l'endroit du boss, en fait. Parce que je suis un boss, Oui. j'ai 30 personnes sous ma direction, parce que les grandes idées que je brasse dans mes œuvres et tout ça, avec un certain confort, c'est-à-dire le confort de l'artiste qui travaille pour lui et dans son endroit, d'un coup, là, je me mets à travailler pour d'autres que moi, à la faveur d'un territoire, à la faveur d'une population, à la faveur d'autres artistes, mais surtout à la faveur d'une population, quoi. Et ça, sur le long terme, c'est assez passionnant de mettre ça à l'épreuve du réel et de voir ce que ça peut ou Et avec des comptes à rendre aux politiques, quand même. Oui, tant mieux, super que l'éducation populaire commence là, quoi. Au contraire, c'est vraiment prendre à bras le corps le réel. Donc voilà, est-ce que l'homme féministe que je suis peut être directeur et doit faire une programmation ? On est confronté, par exemple, aux questions de parité, très vite, où je suis arrivé, première année de CDN, je me dis, c'est bon, je suis féministe, je vais voir des spectacles de femmes, je sais que je programme des femmes, je vais être super. Et puis donc je fais ma programmation, il y a des femmes et tout ça, c'est super, le projet est un peu féministe, c'est génial. Et puis à la deuxième année, je me dis, mais attends, quand même, compte. Et là, je compte et je suis à 35% de femmes. 35% de femmes. C'est-à-dire que, et ça c'est une vraie leçon, ça c'est une vraie claque dans la tronche, quoi. C'est-à-dire que dans un monde, en faisant votre programmation, vous avez quand même respecté une certaine minorité de femmes quelque part. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça, c'est-à-dire que on a beau se penser, se sentir totalement égalitaire dans un monde qui ne l'est pas. On ne peut pas l'être. C'est-à-dire que l'auto-déclaration « je suis ça, je suis féministe », ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Donc du coup, il faut se donner les outils nécessaires pour arriver à mettre en adéquation ses idées, ses idéaux et le réel. Donc depuis ce moment-là, je compte. Et donc je décide, et parce que c'est facile, parce qu'il ne faut pas croire tous les gens qui nous disent oui, on peut tendre vers doucement une égalité, des programmations, etc., etc. Mais je décide. Vous pensez qu'il faut y aller au forceps? Mais c'est pas au forceps, c'est simplement. C'est un choix. On fait confiance à une personne pour programmer. Donc, c'est de sa responsabilité de rendre un service public, un service qui concerne une population qui est séparée à 50% hommes et 50% femmes. Donc il y a ce service-là, on est payé pour le faire. Ne pas le faire, c'est ne pas faire son métier. C'est vraiment ce sur quoi je base mon... Voilà. Donc on ne parlera pas de quotas, on parlera d'égalité, on parlera d'outils temporaires, d'égalité pérenne. On parlera d'objectifs chiffrés. Et c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. On a plein d'objectifs chiffrés. On a plein d'objectifs, on a plein de critères demandés par l'État, la région, les villes, et tout ça, etc. Pourquoi pas ceux simplement de l'égalité et de la justice et de la parité, par exemple. Et donc je fais la même chose, la même logique. Je pense qu'on va en parler. C'est sans doute un sujet qui vous questionne, mais sur les questions de diversité, oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Sur la question de diversité. Mais la même chose, mettre en place une politique d'accessibilité vraiment très très volontaire sur l'accessibilité. Ah oui, vous avez quand même, c'est important, je trouve que quand on va sur le site du CDN, sur le site internet du CDN, il y a quand même, de mémoire, il y a 4 ou 5 rubriques, je ne sais plus, et il y en a une qui s'appelle « Nos engagements ». Et ces engagements posent ces choses-là de manière très très forte. Ce que vous venez d'évoquer, mais l'accessibilité, bien évidemment. Et puis je programme des spectacles qui sont des spectacles de création, parce qu'un CDN, ce n'est pas un lieu de diffusion des spectacles, c'est un lieu de gestation, de création de spectacles. Donc j'ai tendance à programmer davantage des personnes, des démarches intellectuelles, plus que des spectacles ou des disciplines. Donc le projet, il est transdisciplinaire. Je me contrefous de savoir si c'est... de la danse, du théâtre, peu importe quoi, peu importe la forme, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la démarche. En quoi la démarche des artistes est nécessaire pour nous donner des outils de compréhension du monde, grosso modo. Oui. Allez-y. Ah. Oui, je me permets de vous interrompre. Je pense qu'à ce stade-là de la rencontre, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Ce serait peut-être bien de proposer aux gens qui sont là de prendre la parole, de vous interroger sur, soit de réagir au spectacle que vous avez vu, soit de réagir tout simplement aux propos de David Bobet et de l'interroger sur son engagement en tant qu'artiste, metteur en scène, directeur de CDN, etc. Donc voilà, je suis là pour vous passer le micro. Choses que vous avez, on va aller entrer dans en essayant de poser des questions concises. Voilà.
Merci, bonsoir. Bonsoir. Ça va tellement vite, les échanges, qu'il y aurait plein de questions à vous poser. Je vais revenir un petit peu sur le début. Vous avez dit que vous espérez que dans l'art théâtral, il y a un dialogue qui se passe entre les acteurs et chaque spectateur. Je peux vous dire que pour la pièce que j'ai vue, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Merci, madame. La deuxième chose, je dois vous dire que j'ai vu Leto. Et si vous êtes en relation avec ce très bel homme qui a fait ce très beau film, ce serait bien de lui transmettre qu'il est magnifique de par sa douceur et son optimisme, alors que pour lui, sa vie n'est pas du tout optimiste. Voilà. Je lui dirai. Bon. Et alors, vous avez dit aussi qu'il faut avoir une distance critique et du coup pour être plus capable d'appréhender le réel. Et là, comme M. Lefebvre se permet, je vais être un petit peu aussi provocatrice. Allez-y. Pensez-vous qu'il est possible pour nous, enfin je dis nous, gens de la France, on va dire que la France, parce que l'Europe, ça devient compliqué, de pouvoir vraiment appréhender un réel tel qu'il se passe en Russie, de pouvoir appréhender un réel tel qu'il se passe, si vous permettez, ce n'est pas le Congo, c'est la République démocratique du Congo, ce qui est extrêmement important de par l'issue politique. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'être compréhensif, mais vraiment d'appréhender le réel? Est-ce que c'est honnête de penser qu'on peut le comprendre, le vivre? Est-ce que nous sommes en capacité ici? En tout cas, c'est sûr qu'on est en responsabilité de contribuer à l'écriture de ce réel. Et je pense que ça, c'est tout à fait possible. L'appréhender, le comprendre, le diriger, non. Par contre, y participer et participer à son écriture, oui, je crois très fort à ça. Je crois que ce que je mets en place depuis 1 an et 5 mois pour faire connaître, pour faire une pression internationale, pour que le cas de Kirill Serebrennikov devienne pas simplement un homme mis à mal par des autorités et accusé, très certainement il va faire de la prison à l'issue du procès. On n'invente pas des preuves pour libérer un homme, faut être clair. Et en plus, ça mettrait Poutine en porte-à-faux désormais. Mais par contre, la pression internationale qu'on a mis en œuvre avec quelques-uns, on n'est pas nombreux, on est une dizaine en France, mais la même chose se fait en Allemagne, la même chose se fait en Australie, la même chose, etc., fait que ça devient un problème de droits de l'homme. Et le cas Kirill Serebrennikov devient un symbole. Et en tout cas, ce qu'il me semble, c'est que même si Kirill se fait condamner, même si tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a pu faire, etc., ne donne rien d'autre que sa condamnation, au moins, lui, il saura, lorsqu'il sera en prison, que son honneur est sauf, que nous, on n'est pas dupes, qu'on n'a pas été attrapés par ce réel-là, qu'on ne s'est pas laissé faire. C'est d'une certaine façon, quand il sera derrière les barreaux, ça a beau être un scénario de film d'horreur, très concrètement, ce sera du réel. Voilà. Et le Congo, eh bien sûr qu'avec mes petits bras, je ne peux rien faire contre Denis Sassou Nguesso. Évidemment que non. Par contre, ce qu'on peut mettre en place avec de la Vallée Bidiefono et d'autres, et pas que moi, mais pour récolter du matériel dans les théâtres en France, pour le retaper, pour faire des caisses avec du financement privé-public, pour envoyer des caisses là-bas, pour qu'ils puissent construire leur théâtre, pour qu'ils puissent faire leur création à partir desquelles ils vont tourner à l'étranger, ils vont pouvoir acquérir une notoriété qui va les protéger, etc. Et puis, comme ça, ils vont modifier leur pays. Oui, je crois qu'on peut, enfin en tout cas, non pas qu'on peut, qu'on doit contribuer à l'écriture du réel. Mais pour ça, encore faut-il ne pas se laisser avoir par ce qui nous est affirmé, imposé comme étant du réel. Voilà. Et c'est pour ça, je crois, que le théâtre est un bon entraînement. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace de mon endroit. C'est pas le seul, mais en tout cas, c'est le mien. Un bon endroit pour s'entraîner. J'ai perdu mon fil là, je crois. Ouais. Peut-être qu'on peut prendre d'autres questions, d'autres réactions, puisque vous avez vu le spectacle dans votre grande majorité. Si vous avez envie de réagir.
Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, c'est une pièce que j'ai vue avec les élèves de ma classe. Donc c'est notre prof de français qui nous a emmenés. Et on est une classe de, il me semble, une bonne trentaine. Et il y a seulement 2 personnes qui étaient vraiment hostiles à la pièce, après avoir, même s'ils sont restés les 3h40, parce que la prof a fait en sorte qu'ils restent, et même je pense pas qu'ils voulaient vraiment partir. Mais c'était vraiment intéressant de voir leur réaction, qui était quand même en opposition avec l'ensemble de la classe. Ils ont jugé ça, enfin ils employaient des mots parce qu'ils étaient peut-être fermés d'esprit, ou je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont jugé ça malsain d'une certaine manière. Et c'était assez impressionnant de voir qu'à cet âge-là, ils pouvaient avoir cette réaction en voyant une pièce qui justement, enfin, de la manière dont je l'ai perçue, était tout sauf malsaine et qui représentait, enfin, qui arrivait vraiment à nous emmener ailleurs et nous plonger dans cette histoire-là, même si le personnage, évidemment, n'est pas forcément très droit et n'a pas un chemin de vie très, on va dire, traditionnel. Mais dans tous les cas, c'était juste pour savoir, pour avoir une précision sur une scène en particulier. Sur la scène du bateau, c'est parce qu'on a eu une réflexion en classe. On s'est dit que ça nous rappelait un épisode de l'actualité, donc avec les migrants. Donc c'est pour savoir si ça vous a inspiré ou pas pour cette scène-là en particulier. Donc voilà, merci. Alors, Per Gynt. Changement, voilà. Difficile de répondre à vos amis qui ne sont pas là et qui sont certainement... Enfin voilà, leur lecture et la leur, elle est respectable, évidemment. On pourrait dialoguer avec eux, mais ils ne sont pas là. Donc difficile de leur répondre. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse très très fort, c'est que ce personnage-là ne soit pas un héros. C'est un personnage extrêmement moderne parce qu'il est complexe, contradictoire. C'est pas un salaud non plus parce qu'on l'aime et on le suit, et il a des côtés qui nous touchent et des côtés qui nous rebutent. Cette complexité-là, elle est géniale à traverser, parce que d'un coup, c'est un espèce de miroir grossissant presque de nous-mêmes, en fait. Hein. Ni héros, ni salaud, quoi. Ou les deux complètement. En tout cas, voilà, il me plaît beaucoup ce personnage-là. Et vous savez, Ibsen, il est allé chercher tout un tas de petits contes traditionnels norvégiens, pas simplement pour nous raconter des histoires, mais pour raconter l'histoire de son époque, l'histoire de ses contemporains. Par exemple, les trolls, chez Ibsen, c'est évident que c'est une critique féroce des Norvégiens de son temps, qu'il avait en horreur, qu'il trouvait xénophobes, fermés sur eux-mêmes, égoïstes. Et donc, il les critique en faisant apparaître cette espèce d'image des trolls. D'ailleurs, il quittera la Norvège et il ira se balader en Europe, comme Per Gynt. Et comme Per Gynt, ce qu'il découvrira du monde pour fuir la Norvège, ne va pas plus le réjouir, hein, puisqu'on l'a aussi on l'entend très bien dans la première scène de la deuxième partie, cette espèce de traversée du monde avec l'origine du colonialisme, la fin de l'esclavagisme, toutes ces horreurs-là qu'il dépeint et qu'il n'hésite pas à mettre même dans la responsabilité même de son personnage principal. Enfin, tout ça, et puis voilà, il y a même le libéralisme, hein, évidemment, avec l'esclavagisme et le colonialisme naît déjà ce principe de marché-là qui va emmener le monde vers le pire, et donc il parle de ça. Donc si Ibsen utilise des contes traditionnels de son pays pour parler de son époque, moi je me permets d'utiliser le texte d'Ibsen pour, d'une certaine façon, parler de la nôtre. Donc évidemment que l'image que vous avez pu voir, elle fait référence évidemment à cette espèce de paysage commun qu'on a tous, en fait. Voilà. Ça, et puis plein d'autres, hein, même les trolls. Hein, j'en fais pas des petites créatures avec des petites oreilles pointues et des petites queues vertes, comme souvent c'est monté comme ça. J'en fais vraiment les trolls d'aujourd'hui, qui sont nos trolls aujourd'hui, ces groupuscules identitaires. Enfin voilà, aujourd'hui, le maire de Gdansk s'est fait poignarder par un identitaire proche de PiS, complètement cinglé. Le deuxième maire à avoir fait la Gay Pride en Pologne. Bon, voilà nos trolls. Donc évidemment, Per Gynt nous raconte l'histoire
mais au-delà de l'histoire, nous donne aussi un petit miroir de nous-mêmes. Et le réfléchir, le penser, en même temps qu'on traverse cette histoire, c'est un peu la démarche. Ouais. Juste une question. Est-ce que vous trouvez le répertoire confortable? C'est vrai que si je faisais la provoque qui va vous plaire, vous allez voir, on a reçu et Jean-Christophe Meurice ici il y a un an et la troupe de Julien Gosselin ici, et tous deux nous disant « Ah, mais il y en a ras-le-bol de tous ces metteurs en scène qui… » Je le fais exprès, hein, j'y vais, hein, vous allez pouvoir… Il y en a ras-le-bol de ces metteurs en scène qui utilisent le répertoire, que ce soit Shakespeare, que ce soit Ibsen, pour nous dire « Mais regardez comme ils sont modernes ». Alors, qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous y allez. Gosselin refuse, Gosselin se tape, se fade des textes du 21e, plutôt tournant 20e, début 21e siècle, dans de Lillo, Houellebecq, etc. Bref. Et puis les chiens de Navarre, bon, on sait ce qu'il en est. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous le faites, effectivement vous le faites, avec en plus la parfaite légitimité qui est que vous allez toucher aussi les textes contemporains. Et du coup, quand vous entrez dans le répertoire, est-ce que vous entrez dans le répertoire, vous parlez très bien de Peer Gynt, et moi je trouve que votre acteur est parfait pour ça, mais je dirais juste après pourquoi, la rage qui est en lui. Cette rage qui est une rage contemporaine, c'est-à-dire qui est une rage qui dit l'accélération, qui dit… il est incroyable, il est incroyable ce type. Bref, parenthèse refermée. Mais est-ce que effectivement vous allez chercher dans ces textes la modernité qu'il y a, ou vous allez la chercher parce que est-ce que vous dites qu'il faut absolument que j'en fasse… Voilà, ce qui est un peu lié aux questions que se posait la demoiselle ici, c'est-à-dire que ben là j'ai vu les réfugiés, ben là, est-ce que vous êtes un metteur en scène qui veut absolument chercher la modernité dans des textes du répertoire ou non? Non. Non, d'abord, je ne sais pas ce que je pourrais le répondre à Gosselin et à Julien et ça, il l'affirme et au chien de Navarre. Mais par contre, je sais aussi, ce que je peux vous répondre à vous. Voilà. C'est comme les amis. C'est moi qui vais prendre pour eux. C'est comme les amis de Mademoiselle ne sont pas là, donc difficile de leur répondre. Non, mais moi, je trouve ça extrêmement important et rassurant de savoir que ce qui s'est écrit avant et ailleurs a à voir avec moi. C'est aussi bête que ça, quoi. Il ne s'agit pas d'aller chercher la modernité d'eux. Au contraire, les grands auteurs ont quelque chose d'universel parce qu'ils arrivent à capter extrêmement bien leur époque. Prenons Shakespeare qui capte mieux que personne l'arrivée de l'individu moderne et donc la fin d'une pensée moyenâgeuse, la fin des filiations, la fin des grandes lignées, d'un espèce d'ordre du monde où on est le fils de son père, on est la créature de Dieu, et où d'un coup il est la cristallisation même de la pensée de la Renaissance qui va nous faire arriver Hamlet. Je suis le fils du roi, le roi meurt, je ne deviens pas roi. Ah, donc qui je suis. Et ce qui je suis là est la chose qui va nous animer jusqu'à aujourd'hui. Mais aller chercher ces textes-là, ces textes fondamentaux pour nous, pour créer de l'en commun, pour créer une culture commune. Et c'est bien là la raison de mon combat, la raison de pourquoi je monte Peer Gynt, la raison de pourquoi je dirige un CDN, la raison c'est aller multiplier nos racines. Lutter contre le fantasme d'une souche qui serait unique, d'une lignée qui serait unique, mais d'aller multiplier nos racines et de se raconter nos histoires, nos origines. Notre culture. C'est quoi la culture? C'est celle qu'on hérite. C'est celle qu'on hérite avec des racines multiples, celle que l'on crée avec nos contemporains dans toute leur singularité, dans toute leur diversité, et c'est ce qui restera de nous parce que c'est celle qu'on va transmettre. Et c'est ça qui fait qu'une population aussi diversifiée qu'elle puisse être devient un peuple. C'est bien la culture. Et les combats que je mène, notamment sur la question de la diversité, c'est pas symboliquement juste pour avoir des Noirs et des Arabes sur le plateau. C'est clairement pour affirmer. Beaucoup de directeurs de lieux ont des beurs et des Arabes, ont des Noirs et des Arabes sur les plateaux. De toute façon, maintenant, ça de plus en plus. D'ailleurs, je crois qu'ils en sont très contents et que ça fait très bien et que. Alors, on vit pas dans la même France. Hein. On vit vraiment pas dans la même France. Hein. Ah non, mais non. Mais non, bon, évidemment, là, depuis 2 ans, quand même, on s'est suffisamment bagarré pour que les choses commencent à bouger, heureusement, que ce soit par prise de conscience réelle, certains avaient déjà démarré depuis longtemps, ou par simplement opportunité, puisque aujourd'hui, la question de la diversité dans la culture est au cœur des débats, et je peux vous garantir que
C'est pas de main morte qu'il a fallu y aller pour que les choses commencent à bouger. Mais on est loin, loin, loin d'une représentativité de la population dans la culture de France. Justement, alors, puisqu'on parle de la diversité, vous êtes membre du Collège de la diversité au ministère de la Culture, qui a été monté par... c'était Aurélie Filippetti, non? C'était qui? Non, c'était pas... Non. C'était Fleur Pellerin. Ah, Fleur Pellerin, pardon. Et donc, du coup, là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce que c'est l'institution qui dit « Oh, ce gars-là, il me plaît parce que... » Est-ce qu'ils vous ont vu comme un faire-valoir? Est-ce que vous voyez comme un faire-valoir là-dedans? Qu'est-ce que vous y faites? Voilà. Pourquoi... Allons-y, puisqu'on parle de la diversité. L'origine, d'abord l'origine. Ouais. Je vous ai dit, je fais du théâtre avec des gens. Les savoir-faire ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'ils peuvent se transmettre, s'apprendre, s'acquérir. Les savoir-être m'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je fais du théâtre pour apprendre sur moi et le monde qui m'entoure, donc avec les gens qui m'entourent. Et donc depuis toujours, je fais du théâtre avec une grande diversité d'interprètes. Diversité de disciplines, de corps, de machin, tout ça, d'âge, etc. Mais aussi diversité de couleur de peau, d'origine ethnique, etc., etc. Et puis à force d'entendre, et puis voilà, je fais le théâtre qui me permet de chercher sur le réel, sur mon réel, me donner des outils d'action sur ce réel, sur la société dans laquelle je suis censé être un acteur et pas simplement un passif. Et puis on me questionne. L'institution me questionne, les directeurs de théâtre me questionnent, les publics me questionnent. Ils me disent « Oui, mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette distribution Benetton? C'est bien votre théâtre, mais ce serait bien que vous travailliez avec des vrais acteurs. Ou il faut vraiment qu'ils travaillent leur diction parce que leurs accents, ça fait qu'on ne les comprend pas et tout ça. » Et donc, je réponds à ces questions-là. Non, mais vous comprenez pas. C'est pas qu'ils parlent mal, c'est que c'est vous qui entendez mal. Le français n'est jamais aussi beau que lorsqu'il est dans la diversité de ses accents. Hein, j'ai appris à Montréal ce qu'était le français normatif. Non. Oui, c'est ça, le français normalisé. Voilà, la norme. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que je vais voir, c'était quoi? C'était un Racine à Montréal. Et je me dis, génial. Avec l'accent, ça va être fabuleux d'entendre le vers racinien avec l'accent. Et donc j'arrive et hop, on me parle exactement comme on parle sur les plateaux de France à l'époque, en articulant un français qui serait parfait ou qui serait pur, enfin en tout cas débarrassé d'un accent. Un accent qui n'est même pas l'accent parisien, hein, qui n'est que l'accent du théâtre, qu'on n'entend que sur les plateaux de théâtre, qu'on soit à Bruxelles ou à Montréal. Et là, je me dis, ouais, il y a un problème avec ce fantasme d'un français qui serait pur et audible. Parce qu'on a tous un accent qui est régional, ethnique, social. Et ça raconte, là encore, un endroit de la domination. Ça raconte un endroit du classisme. Ça raconte un endroit d'une certaine forme de xénophobie. Donc, voilà, d'une position à faire naturellement les choses, je me mets à les justifier. Puis à un moment, je me mets à les combattre. Parce que je ne trouve pas ça normal. Et donc je me réunis d'abord avec un collectif qui s'appelle le collectif Décoloniser les Arts, mais c'est peut-être plus tard que vous Non, on va y venir, oui. Et c'est un collectif de gens, d'artistes, de penseurs, d'administrateurs. Si on restait sur le Collège de la diversité quand même, sur ce côté institutionnel. En fait, c'est dans un deuxième temps. Pardon, mais ok, c'est plus visible et plus institutionnel, mais c'est dans un deuxième temps en fait. Et je me réunis avec eux et on commence à réfléchir et à penser la question du racisme. Est-ce qu'il y a du racisme dans la culture en France? En tout cas, des gens qui ont le courage de penser que s'ils ont des freins dans leur carrière artistique, ce n'est peut-être pas que à cause d'un manque de talent ou à cause d'un manque de formation, parce que certains ont fait des grandes écoles et tout ça, et se retrouvent systématiquement confrontés à des questions de chômage, des questions de non-emploi, de ne pas y arriver. Et donc, ils sont dans des circuits qui ne sont pas du tout institutionnels, qui sont sur des MJC, des assos, des petits trucs de quartier. Voilà, comme s'il y avait une espèce de prédétermination à ça, et le seul facteur possible entre toutes les personnes qui étaient réunies là était leur couleur de peau, parce que certains étaient français depuis 400 ans, et puis d'autres venaient d'arriver, d'autres étaient juste enfants d'immigrés, tout ça. Le seul critère commun, c'était leur couleur de peau. Donc on a livré beaucoup comme Noir n'est pas mon métier, beaucoup de témoignages personnels très 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 violents et très émouvants. Les gens sont chamboulés par ça, et on a décidé de quitter l'anecdote
violente personnelle et d'essayer de penser les choses de façon plus globale. Et donc on a compté, on a fait un exercice intellectuellement contestable, mais intéressant, qui s'appelle l'hétérodéfinition, c'est-à-dire on décide que le public, qu'extérieurement, une personne peut être perçue comme non blanche, ou comme noire, ou comme arabe, ou comme asiatique, etc., etc. Et ce que fait le CSA, ce que fait le CSA pour savoir dans la télévision publique combien il y a de rôles tenus par des non-blancs, des non-blanches, etc. Et on a compté, et on est arrivé à 4%. 4% sur les plateaux de France. 4%. Donc ça, Mais il y a un affichage de la part de beaucoup de directeurs ou de directrices de dire qu'ils font un vrai travail sur la diversité. Ouais, bah, à l'époque, on avait compté donc c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. On avait compté toutes les distributions de tous les spectacles, de toutes les programmations, de toutes les scènes nationales, de tous les CDN, de tous les théâtres nationaux, de tous les centres chorégraphiques nationaux, de tous les opéras. On avait compté. Est-ce que vous arrivez en tant que directeur à faire un peu exception, à sortir de ça? Est-ce Oui. que vous vous sentez entravé? Ah non. Non, je pose la question. Moi, je Non, pose il y a des des questions, opposants. Il y a des opposants naïves. quand on est antiraciste, c'est-à-dire pas simplement touche pas à mon pote, mais quand on est antiraciste politique, en essayant de se doter de moyens d'action sur le réel pour arriver à une société plus juste, moins raciste, enfin voilà. Bien sûr qu'on a des opposants et des obstacles à affronter et qu'on essaye de faire de moi. On essaiera toujours de faire de moi un racialiste, que Oui, sais-je. oui. Ça simplement Oui, parce que j'ai pas de problème à dire un noir, une noire. Telle personne est noire. Entre voilà. antiraciste universaliste et antiraciste racialiste, on vous classe beaucoup et souvent dans les antiracistes racialistes. Est-ce que je peux vous poser une question donc, par rapport à ça? Vos acteurs, vous les recrutez où et comment? Puisque vous dites que les écoles de théâtre, effectivement, forment des jeunes qui sont issus, un peu comme nos élites politiques, des mêmes souches, des mêmes profils. Donc, vous avez comment vous faites pour avoir des gens, les gens que vous voulez sur vos plateaux et dans vos pièces? Bah, les écoles se sont réveillées avant les institutions, avant le ministère, avant les institutions, avant les directeurs, les programmateurs et tout ça. Les écoles se sont réveillées déjà depuis quelques temps. Il y a eu des initiatives qui ont été faites, qui sont perfectibles, mais qui en tout cas ont le mérite d'exister et d'avoir déjà posé ces questions-là. Donc des jeunes acteurs formés, il y en a. Mais j'ai envie de dire, il y en a eu aussi bien avant dans les écoles. Simplement, le problème, c'est qu'ils ne trouvaient pas d'emploi après. Il n'y avait pas d'insertion professionnelle pour eux. Donc souvent, c'était des changements de métier ou de la survie dans des réseaux non institutionnels. Donc bah voilà, ils sont là, clairement là, ils existent. Donc vous allez vous servir dans le vivier des écoles. Dans le vivier des écoles. Par exemple, le héros de Peer Gynt, vous l'avez recruté comment? Radouane, je l'ai fait rentrer au conservatoire en accord évidemment avec le professeur et le directeur du conservatoire de Rouen. Venu au théâtre par une envie de jeunes mecs de faire je sais pas quoi, du cinéma ou d'être un acteur et puis dans le cours de ses études il tombe amoureux de Tchekhov et de Claudel et il est pris par la littérature et voilà quelque chose qui a complètement transformé sa vie et depuis qu'il est sorti je l'ai pris et j'ai engagé dans des petits rôles, dans des lectures d'abord, puis des petits rôles, des remplacements, et puis des rôles plus intermédiaires, des rôles principaux dans des petits spectacles et puis là il a eu le gros morceau, sans doute un des rôles les plus longs et les plus compliqués du répertoire et il s'en sort de cette façon-là. Je crois que là-dessus on peut discuter du spectacle, mais enfin on peut tous s'accorder sur une chose, c'est que cet acteur-là est absolument remarquable. Et il se passe quelque chose. Donc, est-ce que je recrute des gens parce qu'ils sont noirs ou arabes? Non. Non. Je recrute des personnes qui sont belles, d'abord. Ensuite, des artistes qui me bouleversent. Et puis, il s'avère que je suis attentif à ne pas exclure toutes les autres couleurs de peau que la mienne, toutes les autres origines sociales ou ethniques que la mienne. Je fais attention à faire un théâtre qui soit à l'image de la population que je suis censé servir. En tout cas, une image du monde dans lequel vivre me rassure, en fait. Voilà. Où il n'y a pas que moi, où il n'y a pas que du neutre, où il n'y a pas qu'une espèce de minorité dominante qui reproduit, qui reconduit son modèle comme étant unique. Et c'est là où je ne voudrais pas rentrer dans le hiatus
qui est trop facile, que certains réactionnaires pourront nommer l'antiracisme universaliste, universaliste ou et racialiste, racialiste. D'ailleurs, il faudrait C'est expliquer juste- ce que c'est, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont se perdre dans ces polémiques sans entrer trop dans les détails. Quand même, juste un petit peu, effectivement, le découpage qui est en train de s'installer dans pas mal de polémiques. Bon, on ne va pas entrer dans les polémiques, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Quoique. Mais à ce moment-là, on fait en nocturne, Florence. Mais voilà, essayons de dire voilà, qu'est-ce qui est aujourd'hui, quel est ce clivage qui s'installe et cette séparation qui s'installe entre guillemets, antiraciste universaliste et antiraciste racialiste. Alors, Comment le dire? Il y a un antiracisme qui est par exemple, touche pas à mon pote, dont nous sommes un peu dégagés. Jamais on luttera contre lui. Mais en gros, quand moi je vois une publicité où il y a un blanc et un noir et où en dessous il y a marqué, le blanc prend la parole et dit « Mon pote et moi, on est pareil », donc le blanc prend la parole pour le noir, et ils sont habillés tous les deux en marinière. Donc en gros, prends mes vêtements, tais-toi, et alors il n'y aura pas de problème. Et en plus, il y a quelque chose de fondamentalement violent pour moi, c'est qu'en plus on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Parce que moi, blanc, à côté de toi, noir, bah, j'ai pas eu le même endroit de naissance. J'ai pas eu le même degré d'éducation. J'ai pas eu les mêmes écoles. Je me suis pas fait insulter dans la rue à chaque fois que je marchais. Je me suis pas fait insulter dans la cour de récréation par mes petits camarades. Je me suis pas fait insulter à chaque fois que j'allumais la télévision devant le club Dorothée qui faisait la machine à laver, des espèces de représentations de noirs avec des os dans le nez, etc., etc. Je me suis pas pris des discriminations aux études, des discriminations à l'embauche, des discriminations au logement, etc., etc., etc. L'accumulation de ces violences quotidiennes-là fait que toi et moi n'avons absolument pas la même vie. Alors si on veut de l'égalité, alors il faut mettre en place des outils pour cette égalité-là. Donc des dispositifs spécifiques pour qu'une personne n'ait pas à subir ce racisme, cette discrimination-là qui crée des inégalités. Voilà l'objet de l'antiracisme politique. Et alors là, on savait qu'on allait se prendre les fachos sur la tronche. Ça, il n'y a pas de problème. Les camps sont clairs. Là où c'est plus étonnant, c'est qu'on se prend en fait une partie de la gauche. Oui. Une partie de la Très gauche frappant. proche, la plupart du temps, quasiment tout le temps, très proche du printemps républicain, qui vont nous opposer. Ah mais non, 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 non. Si vous mettez en place des dispositifs spécifiques pour des individus en fonction de leur couleur de peau, vous validez les thèses racialistes qui créent des différences entre les individus en fonction de la race, et donc vous validez, vous êtes racialiste. Voilà. Alors que nous sommes universalistes. Nous, notre discours, les antiracistes politiques, c'est de dire non, 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 les amis, vous n'allez pas kidnapper l'universalisme que vous allez définir à partir de votre position centrale et dominante en disant « soyez comme moi » et alors le monde pourra devenir universaliste. C'est que si on est vraiment universaliste, il y a plusieurs centres, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs points de rayonnement de la pensée. Un vrai multilatéralisme. Voilà. Exactement. Et ça, on va nous reprocher un communautarisme, un machin, oui. un bidin. Beaucoup ce qui tourne autour de décoloniser les arts. Et alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel je suis tombé sur le site de Mediapart, sur le blog je vais citer son nom, puisque de toute façon, il est sur le site de Mediapart, sur le blog de Mediapart, à Boisdil. Je suis allé voir qui il était, etc., et qui dit qu'il est très intéressé par tous ces positionnements liés autour de décoloniser les arts, mais il dit il y a toujours un truc qui me dérange dans leurs analyses, dans leurs conclusions. Ah oui, j'ai l'impression qu'ils voient le monde à travers le prisme blanc, non blanc, et je me demande où sont passées les classes sociales dans leur discours. Je me trompe peut-être, mais je les trouve curieusement absentes. Oui, ils se trompent peut-être. Vous savez pourquoi vous savez ce que je vous ai dit en préambule, ouais. En coulisses, comme on dit. Non, confirmons-lui alors. Qu'il se trompe parce que effectivement on vous range dans une case. Non, mais parce que dans les démarches antiracistes actuelles, surtout lorsqu'elles sont politiques, mais qu'on va retrouver dans le féminisme actuel, enfin voilà, c'est la question de la
évidemment. Là, on ne pourra pas vous aider. Non. Merde. Prenez votre temps, vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Non, prenez votre temps. Vous étiez dans ces questions. De l'intersectionnalité. Merci. Il y a De l'intersectionnalité. C'est quelque chose qui est systématique dans nos pensées, c'est qu'une discrimination ne peut pas se penser de façon isolée. Par contre, il faut penser chacune des discriminations dans sa spécificité, parce que toutes les histoires ne sont pas les mêmes et les outils de lutte ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des endroits de croisement qui font apparaître un système, encore une fois, de domination, avec une minorité qui a mis en place un système qui va préserver ses privilèges. Or, un privilège, s'il y a une catégorie de la société qui est privilégiée, il faut bien se douter que c'est au détriment des autres parties. Et donc, celle qui va prendre en otage, j'aime pas ce mot, qui va s'accaparer, par exemple, la question de la laïcité, pour définir ce qu'est la laïcité. Donc surtout, ne te montre pas tel que tu es avec tes vêtements d'origine ou avec des signes ostentatoires de je sais pas quoi. Sois comme moi. Et alors, et alors tu seras neutre, tu seras dans la laïcité. Mais comment penser la laïcité comme une neutralité ? Là où la laïcité est justement le moyen d'assurer à tout le monde la liberté d'être à l'endroit où il est. La liberté d'être qui il veut. Alors, le roi, il a décidé qu'il se positionnait. Exactement. C'est le féminisme, par exemple, qui va se définir, qui s'est longtemps défini et qui commence à changer un tout petit peu, mais qui s'est longtemps défini à l'endroit d'une classe privilégiée aussi, de femmes blanches et plutôt aisées. Et où, du coup, la question de la classe sociale ou la question de l'origine ethnique rentre dans une logique intersectionnelle, entre dans des moyens de lutte contre. Et lorsqu'on est dans une logique intersectionnelle, en fait, on se rend compte d'un truc. Un des épisodes du feuilleton d'Avignon, oui, que vous avez fait de cet été, s'appelait « Toutes minoritaires, tout en inclusif ». Et simplement, on a pris les 25 critères de discrimination reconnus par la loi en France. 24 critères. Et je me suis amusé. Le groupe que j'avais, donc j'en avais choisi 5. Les 5 acteurs professionnels. Tous les autres, c'était des amateurs, et tous les autres, c'était une classe la classe de Saint-Étienne. Et on a appliqué les 24 critères de discrimination reconnus par la loi, et je faisais sortir les gens s'ils se sentaient concernés par s'ils ont déjà été confrontés dans leur vie à une des discriminations nommées. Et bien à la fin, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Parce que la question de discrimination liée à l'âge, liée à la couleur de la peau, liée à l'origine, liée à la descendance des immigrations, liée au sexe, liée au genre, liée à la sexualité, liée, etc., eh bien, fait qu'on sort tout le monde. Et en fait, cette espèce de classe dominante est en fait une minorité parmi d'autres minorités. Et c'est pas grave d'appartenir à cette minorité-là. Simplement, il ne faut pas nier le fait qu'il y ait d'autres minorités qui composent une société et que cette espèce de société multiculturelle, si elle se pense de façon aussi en acceptant la particularité des uns et des autres, permet de mettre en place des outils d'égalité et n'empêche absolument pas de penser le commun. Voilà, grosso modo, un petit peu la démarche, et ce qui me fait avoir des espèces de coups de bâton dans la tronche du printemps républicain. Oui, mais je sais, c'est pour ça que je vous avais dit que ce serait un peu polémique, mais je voudrais un peu finir, et peut-être qu'il y aura encore des réactions. Je voudrais quand même vous poser moi une dernière question par rapport à tout ce découlé de convictions depuis tout à l'heure, depuis 18h05, où vraiment on voit bien les convictions qui sont les autres et le trajet qui est le vôtre. Est-ce que vous avez le sentiment que vous parvenez aux 3 endroits que j'ai cités au démarrage, à la fois l'artiste metteur en scène, le directeur, le citoyen qui est à la fois tout ça. Quelque chose qui m'a choqué, par exemple, c'est une petite parenthèse qui m'a choqué. À un moment donné, vous êtes avec Béatrice Dalle à Rouen en train d'essayer de défendre le droit absolu au logement pour des mineurs réfugiés qui sont grosso modo en train de dormir dans la rue, et où le journaliste de France 3 n'arrête pas de vous harceler Béatrice Dalle et vous, pour vous dire, mais enfin, c'est l'artiste qui parle, c'est pas le citoyen, parce que vous utilisez le fait que vous êtes artiste, c'est tout ça qui est contenu, hein, d'accord ? Et donc on a l'impression que le citoyen, lui, finalement, il s'en fout, que c'est l'artiste qui dit, parce que je suis artiste, ça se verra, je m'appelle Béatrice Dalle, j'interviens, ça fait du bruit. Bon. J'avais un peu ce sentiment en voyant le reportage, c'était assez bizarre. Mais du coup, je me disais, est-ce que le citoyen, l'artiste, le metteur en scène, a l'impression que là, depuis qu'il a
il est à Rouen, qui s'est installé. Il arrive à construire ça de manière cohérente, à peu près égalitaire aussi aux 3 endroits qui sont les siens, et de faire avancer ses pions. Facile, pas facile, comment voilà. C'est une question très très ouverte, mais vous avez en gros le bilan de 5 ans sur tout ce travail-là, quoi. Bah oui, enfin tout naît de la même démarche en fait. Hein. C'est pour faire ma part, j'ai choisi le théâtre. Pour faire le théâtre que je choisis le théâtre public. Par exemple, une question que je pourrais vous poser, qui est un peu provoque, hein, on va y aller clairement, sur vos équipes. Est-ce que vous avez la possibilité de fabriquer de la diversité sur vos équipes, ou est-ce que vous êtes obligé de fonctionner en l'état, voilà, avec des équipes qui sont les vôtres et qui sont très majoritairement blanches, comme partout dans les métiers de la culture, hein, ou presque toutes les scènes nationales ou les CDN que je vois, il y a quand même, voilà, bon, on va pas se mentir. Oui. Bah, enfin, oui, on est héritier d'une histoire. Il ne s'agit pas de la balayer avec un grand coup de pied avec violence. Il s'agit de faire avancer les choses vers le mieux. Et j'ai absolument aucun problème pour ma part à réfléchir des outils d'égalité. Et donc, oui, c'est des objectifs chiffrés dans les distributions, mais aussi dans la programmation, c'est-à-dire pas simplement la partie visible, donc des artistes, mais ce qu'on questionne à l'endroit de décoloniser les arts, mais aussi du Collège de la diversité, c'est pas que la représentativité, mais c'est aussi à qui on donne des moyens de production de leurs propres œuvres, de leurs propres récits, de leurs propres esthétiques. C'est aussi la question des équipes permanentes, évidemment. Bien sûr, on ne va pas prendre la couleur de la peau comme un critère de sélection. Mais il y a d'autres critères qui pourraient être pris en compte et qui pourraient permettre de résoudre, notamment des questions sociales. Et qui permettent évidemment de. C'est un outil facile, un peu hypocrite, hein, clairement, un peu hypocrite. Hein, Pourquoi un peu hypocrite? Parce que c'est plus facile, parce que ça va moins heurter de dire bah non, j'ai pris des critères sociaux pour engager telle personne ou pour recruter telle personne, etc. Alors que si le but est effectivement de diversifier sur des questions d'origine ethnique ou de couleur de peau, etc., bah pourquoi ne pas l'assumer clairement? Il n'y a rien qui l'interdit en France, à part une espèce de pensée dominante qui voudrait nous faire croire à beaucoup de choses. On nous a longtemps, par exemple, je vais répondre à la question du Collège de la diversité maintenant. On nous a fait croire longtemps qu'on ne pouvait pas faire de statistiques ethniques en France. On nous l'a fait croire. Et je suis sûr qu'il y a même encore des gens maintenant qui le pensent. Oui, bien sûr. C'est faux. C'est faux. C'est impossible de mettre l'identité d'une personne, son prénom, son nom, sa religion, sa couleur de peau. Évidemment qu'on ne va pas catégoriser les gens comme ça. Par contre, c'est tout à fait possible de demander à quelqu'un quelle est votre origine, quelle est votre nationalité, la nationalité de vos parents, de vos arrière-grands-parents, où est-ce que vous vivez, quel est votre patronyme, comment est-ce que les autres vous perçoivent, comment est-ce que vous vous percevez, blanc, non blanc, métis, et l'autodéfinition, c'est une chose qui est très, 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 très belle, et ça, c'est absolument permis de le faire, et ça a été fait par l'INED, avec le Collège de la diversité, donc de façon extrêmement institutionnelle et transparente et publique. On l'a fait. Ce qui nous donne ce résultat qui est un chiffre assez merveilleux parce que ça nous donne des objectifs, en tout cas un comparatif avec le réel et avec la réalité de ce qui se passe maintenant et ce que ça devrait être. 30% de la population française n'est pas blanche. 30%. C'est pas 4%, c'est 30%. Bah, c'est important. Et alors ce chiffre-là, évidemment, on l'a fait valider par le DEPS, par des scientifiques, etc. On l'a fait valider par le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui n'est pas le plus grand des gauchistes, hein, même s'il se bonifie avec le temps. Oui, il se positionne de manière très très forte depuis un bout de temps. Mais ouais. Jacques Toubon intervient et donc beaucoup, il le valide comme scientifiquement utilisable, ce chiffre, et comme juridiquement viable. Donc, voilà, on a un outil qui est merveilleux, en fait. Nous qui sommes en responsabilité publique lorsqu'on est élu, culturelle lorsqu'on est, comme moi, directeur d'institution, on a une responsabilité. Parce que 30%, c'est un tiers de la population, un petit peu moins, mais un tiers de la population. Un tiers de la population qui, de façon quasi systématique, ne se sentent pas dits dans la culture de leur pays, ne se sentent pas représentés, n'ont pas de place dans la culture de leur pays. Qu'est-ce que ça crée ? Le besoin d'attachement culturel, le besoin de faire population, il est humain. Qu'est-ce que ça crée ? Au mieux, ça va créer des contre-cultures, on en a parlé. Au pire, ça va créer des cultures contre. Cette espèce de
de fracture dans la société qui a pour base la couleur de la peau. À un moment, c'est notre responsabilité collective d'agir dessus, quoi. Je crois qu'il y a une réaction, une question. Oui. Ou une... Oui, bonjour et merci beaucoup de nous aider à penser après le Perguin que nous avons vu. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la diversité, là, tout de suite, et en particulier la diversité sur vos plateaux, ou peut-être aussi dans les institutions culturelles. Vous vous battez pour qu'elle soit effective. Mais est-ce que vous avez sûrement pensé au public ? Est-ce que le public est diversifié ? Moi, j'avais pensé en voyant le Père Gint ou en vous voyant, en vous écoutant à Avignon, que effectivement, votre façon de faire théâtre était une façon de diversifier le public, d'accueillir un public divers. Mais évidemment, quand c'est dans un lieu comme celui-ci, par exemple, c'est difficile tout d'un coup d'amener des gens qui ne savent pas comment vous travaillez ou ce que vous faites. Donc, est-ce que c'est un peu la quadrature du cercle, quoi ? Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le problème ? Est-ce que vous pensez à le résoudre ? Enfin, je ne sais pas. Merci. Ben, bien sûr. Bien sûr que le but est celui-ci. C'est dur. C'est super difficile parce qu'il y a une barrière symbolique. Franchir une porte d'institution, on le sait, en fonction de son origine sociale ou ethnique ou culturelle, les obstacles à la pratique culturelle sont innombrables. Et oui, ça va vers le mieux. Oui, le gamin qui va venir invité par sa prof de français pour voir Peer Gynt, symboliquement, sans qu'on lui fasse un grand discours, symboliquement, il se passe quelque chose de fort en lui, parce qu'il je ne sais même pas s'il en prend conscience réellement, mais en tout cas, naturellement, il se dit, j'ai ma place dans cette culture-là, même au centre, même à un endroit principal de la culture de mon pays, dans un équipement institutionnel et national. Symboliquement, il se passe quelque chose de fort. En tout cas, il pourra revenir, parce que le même gamin, jusqu'à présent, on le traînait au théâtre ou à l'opéra. À l'opéra, c'était terrible quand même. On le traînait et puis il assistait à un truc dont il n'avait pas les codes, et il voyait sur le plateau 100 personnes blanches et dans le public 900 personnes blanches, et rien n'était fait pour lui dire c'est ta culture, on peut le partager. Là, avec un Peer Gynt, le petit gamin, il va non seulement peut-être se reconnaître, peut-être qu'il va adhérer, ou pas, mais en tout cas, il sera pour vos copains. En tout cas, il saura que cette proposition-là lui est adressée, c'est le principal. Et à la fin, parce qu'il y a des codes esthétiques ou des codes de narration ou un accent, de la présence d'accent sur le plateau, qui fait qu'il va pouvoir adhérer et peut-être se mettre à applaudir, etc., debout peut-être, je l'espère à chaque fois. Et qu'à côté de lui, il y aura une petite dame qui sera venue parce qu'elle avait envie d'écouter du Ibsen, et qui va se mettre à applaudir aussi une distribution diversifiée, et aussi ne lui aura posé aucun problème de voir Peer Gynt le Norvégien joué par un jeune homme d'origine berbère. Et elle peut-être aussi va se mettre debout et se mettre à applaudir. Et ce qui va se sceller à ce moment-là, c'est quelque chose d'une culture commune entre ces deux personnes-là. Et ça, il me semble que c'est important d'agir là-dessus. Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que est-ce que le CDN c'est des salles absolument diversifiées ? Non. Je ne vais pas vous mentir, non. À chaque fois, chaque personne qui met les pieds dans un théâtre, et où je me dis, tiens, celle-là, je ne la connais pas, celle-là, elle vient peut-être du quartier là, peut-être qu'elle vient... peut-être que... À chaque fois, c'est une victoire, mais ce n'est pas en un claquement de doigts, en gros, ma direction, mais ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va pouvoir remonter des décennies de culture excluante. Et qu'est-ce que j'aimerais bien voir dans ces universités populaires, des populations différentes et des qu'est-ce que j'ai à titre perso, et qu'est-ce que j'aimerais bien. Alors il y en a qui peuvent paraître un peu hasardeuses, difficiles, âpres, etc. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien, voilà. On en reste là ? Allez, on remercie beaucoup David Bollée, merci mille fois.